je vais préciser le contenu tout à l'heure, pourrait être intitulé Écrivain au milieu hostile. Donc je pense que Bernhardt, dans son petit cimetière autrichien, fait certainement un petit signe à ceux qui sont obligés aujourd'hui de lutter contre ce qu'il a connu dans une autre mesure, c'est-à-dire une hostilité profonde contre l'esprit créateur. Alors, est-ce qu'il est besoin que je présente Thomas Bernhardt? Oui. Non. Si. Vous redire qu'il est né en Hollande, parce qu'il est né d'un père inconnu et d'une fille mère qui a dû s'exiler pour accoucher, qu'il a vécu quelques années très très heureuses, qui sont certainement un des socles importants de sa capacité de création, ces années d'enfance avec son grand-père, qu'il a initié à la marche dans la forêt et à la lecture, ou tout du moins à l'admiration de Montaigne et d'autres, qu'il a été arraché à ce paradis dont tout Autrichien rêve, c'est-à-dire une espèce d'équilibre parfait entre le monde de la terre et celui de l'esprit. Il a été arraché à ça pour être placé dans des foyers de redressement, dans des écoles catholico-nazis, comme il les a appelées. Donc il a vécu son adolescence et son éveil à tout un ensemble de choses sous la terreur, ce qui laisse ce cri qui résonne toujours dans son œuvre. Et puis, ce qui est important de savoir, c'est qu'il a fait ses premiers pas d'écrivain, en tout cas ses premières inspirations dans un sanatorium, où il a écrit ses premiers poèmes dans la partition de la flûte enchantée. Donc c'est toute la musicalité de son écriture qui est en gestation. Et puis, c'est l'après-guerre, c'est le déni, c'est la façade d'une Autriche qui se construit sur des mensonges, sur l'oubli des crimes, dans un élan incroyable vers le tourisme, la transformation de tous les écrivains en boule à Mozart à croquer avec des saveurs particulières. Et donc, il est mort en 89, il ne s'est pas du tout suicidé, il est mort de mort naturelle, d'une longue maladie pulmonaire qu'il avait contractée parce qu'il a été pauvre, et ça il ne l'a jamais oublié. Il a passé beaucoup d'années à simplement survivre, et donc il est mort en 89. Alors cette date, ce livre, Bernhardt est mort, il est devenu un grand classique moderne, comme on dit, et à chaque fois que quelque chose sort, on a l'impression que c'est un inédit ou une pépite. C'en est une, même si, disons, une bonne moitié de ce que contient ce livre a déjà été publié. Mais là, on a la possibilité de voir réuni un ensemble assez hétéroclite et qui tient merveilleusement par la force du style. Donc ça, c'est Bernhardt. Ça s'appelle Sur les traces de la vérité, discours, lettres, entretiens et articles, et ça commence par un premier texte que Bernhardt a écrit, enfin en tout cas un discours qu'il a tenu, et ça j'aimerais vraiment pouvoir lire, si vous le voulez bien, des extraits. C'est un exercice d'admiration, lui qui est tellement connu pour ses détestations, de la figure de Rimbaud, et c'est un des premiers gestes qu'on retrouvera très, très souvent, par lequel Bernhardt, en peignant l'autre, se peint lui-même. Donc c'est un espèce de magnifique autoportrait d'un Rimbaud écorché, dont je vous lirai quelques extraits. Donc ça commence par ce discours et ça se termine par une lettre adressée à la mairie du petit bled où il va finir ses jours, Munden, pour défendre la disparition du tramway. Donc c'est donc un Bernhardt très positif, en tout cas dans l'amour de la vie et des belles choses qui transparaît à travers ce livre, où l'on pourrait penser qu'enfin on va tenir une vérité, puisque c'est l'homme public qui apparaît, c'est-à-dire l'homme des discours, l'homme des lettres, l'homme des entretiens.
Et en fait, à chaque fois, il nous échappe, et c'est tant mieux, parce qu'il a cette capacité incroyable à toujours se dissimuler. Donc je dirais que sur les traces de la vérité, c'est une grande mystification. En fait, on est face à la plus belle des marionnettes d'un théâtre qui est à la fois son théâtre et qui se joue sur la scène plus large de cette Autriche dont il a dit que c'était un des grands drames de première classe du XXe siècle. Alors, il y a des discours que vous avez certainement déjà lus et connus qui sont proférés, mais qui sont comme des monologues. Ça me fait penser à ce grand texte qui s'appelle « 3 jours », où Bernhardt était assis sur un banc et face à une caméra fixe, monologuer sur sa vie. Il a cette capacité à parler de lui-même sans absolument rien dévoiler et à faire surgir un texte prêt à publier. Donc on est face à des textes qui sont oraux et qui sont en même temps totalement littéraires. Et ça se retrouve évidemment dans ces entretiens où là, c'est moins du monologue poétique que du dramuscule. On pourrait dire qu'un entretien de Bernhardt, c'est comme une pièce de Thomas Bernhardt. Il est acteur, en face de lui, il y a un journaliste, et finalement, tout va reposer dans cette tragicomédie de la communication absolument impossible. Et à la fin, le journaliste remercie pour l'entretien, et Bernhardt lui dit « Vous appelez ça un entretien ?» Donc, cette capacité qu'il a de détruire toute possibilité d'atteindre à une vérité sur lui-même, on peut y atteindre, mais il faut faire soi-même ce chemin, cet exercice spirituel, qui fait d'ailleurs toujours, dans ses discours, où il rappelle sans cesse à celui qui va le récompenser qu'il faut penser à la mort, qui ne va pas parler de ce qu'il aime, de Flaubert, de Wittgenstein, de Trakl, il va parler de la mort. Donc voilà, être vrai, c'est cheminer ensemble vers une vérité qui doit prendre la forme d'un exercice spirituel. Donc ça, on le retrouve dans ces entretiens. Dans ces articles, eh bien, on pourrait appeler ça des petites proses. Il y a des articles magnifiques sur Trakl. Il y a des articles qu'il a écrit, par exemple, alors là on pense à Rilke, mais alors à un Rilke bien particulier, une lettre aux jeunes écrivains où il conclut en disant que ce qui les tuera, c'est la subvention, et où il leur reproche de ne pas connaître la flétrissure du monde, de ne pas être engagé dans le combat de l'existence. Moi, ce que j'aime par-dessus tout et ce que j'ai découvert après 35 ans, je ne sais pas, je ne compte même pas, enfin peut-être que j'exagère comme lui, puisque c'est un artiste de l'exagération, en tout cas après des décennies, ce que j'ai absolument adoré, c'est les télégrammes qu'on trouve là-dedans, qui sont l'art de la pointe chez Thomas Bernhardt, où tout l'effort est tendu vers la chute. Et là, en 2-3 mots, vous avez, c'est une jubilation. Il écrit... Merci de ne pas trop vous fatiguer pour la prochaine critique d'un de mes livres, de faire directement appel à un chimpanzé ou à un singe hurleur, également originaire bien entendu de Haute-Autriche où il y a sa résidence. Enfin, il y a des choses comme ça qui sont absolument admirables. Donc je dirais que les cibles sont toujours les mêmes. Vous ouvriez un poème, un texte de prose, un discours dit public, la cible va toujours être la même, c'est la comédie du pouvoir, la comédie de l'art, dans laquelle il est une partie prenante, c'est la lâcheté, c'est le déni des crimes, qu'ils soient nationaux, socialistes ou autres. Et je trouve magnifique qu'on puisse lire cette compilation avec un plaisir esthétique. Ouais, je crois que ça, c'est la force de l'écrivain. Et d'ailleurs, il s'est toujours efforcé de donner lui-même une valeur littéraire à ce qu'il n'en avait pas. C'est-à-dire qu'il a tenu à ce qu'on publie ses discours de prix. Vous avez dû
lire il y a quelques années Meine Preise, c'était mes prix. Il a tenu à faire éditer ses poèmes qui avaient été refusés, donc auxquels on n'avait pas donné le statut de poème. Il a tenu, et c'est paru en même temps que ce livre, à faire publier deux de ses textes qui étaient parus en feuilleton, qui s'appellent Goethe se meurt et Montaigne, et deux autres, pour vraiment, et ça c'est on parlait de la liberté de l'artiste, c'est ça aussi, c'est-à-dire qu'en tant qu'artiste, il a tenu comment dirais-je, à prendre la liberté de désigner dans son œuvre ce qu'il reconnaissait comme tel, et ça c'est évidemment assez fort. Je dirais que ce livre fait comme toujours, c'est-à-dire il creuse. Vous savez, il parlait souvent de trous noirs, il admirait Kafka et ses labyrinthes souterrains. Je crois que Bernhardt ici creuse un écart tout le temps entre lui et l'autre, entre la vérité et le mensonge. C'est un art de l'écart, mais en même temps, très subtilement, il se rapproche souterrainement de ce qu'il a appelé la beauté du monde, car elle existe, et aussi ses frères d'écriture ou de papier. Et là, vous trouvez toujours, au détour d'une phrase assassine, l'inverse, qui va être oui, mais il y a Trakl, oui, mais il y a Wittgenstein, oui, mais il y a Rimbaud, oui, mais, etc. C'est pour ça que je voudrais finir en lisant deux ou trois petits extraits de cette longue lettre du jeune Thomas Bernhardt à l'occasion du 100e anniversaire de la naissance de Rimbaud. Voilà comment il... Enfin, j'ai fait un petit montage. Ce poète de France était un de ses créateurs originels. Ses vers étaient de chair et de sang. 100 ans ne sont rien pour ce maître de la langue, pour l'intraduisible Rimbaud. Il a étreint la vie de toutes ses forces, hors de toute convention, l'arrachant jusqu'aux racines, avec un respect craintif toutefois, une dilection pour la mort. Rimbaud était un martyr et il était du peuple, mais jamais il n'a fait de politique. Il n'avait rien à voir avec elle, jamais il ne lui serait venu à l'esprit de mettre son art au service d'une cause extérieure. Il n'était rien d'autre qu'un homme, et c'est en tant que tel que le viol de l'esprit le révulsait. Tout en lui était indignation. Il ne faut pas trop parler de Rimbaud, il faut le lire, il faut le laisser agir dans son ensemble comme un rêve universel, il faut entrer dans son monde tout comme lui y est entré, les souliers crottés, le ventre affamé. Il faut, comme Rimbaud lui-même, entrer dans ses églises, ne pas contempler son œuvre, mais la vivre et la souffrir avec lui. Simplement s'ouvrir à elle, comme une jeune fille regarde un papillon qui croise son chemin. Merci. Merci beaucoup Christine Lesser pour cette belle présentation. Si je peux vous poser une seule question encore, avant que vous partiez, parce que je sais que les contraintes sont telles qu'elles sont. Vous avez évoqué cet art de l'écart. Cet art de l'écart, c'est Bernhardt qui est quand même... et sa force quelque part, et ça peut-être aussi une preuve de sa faiblesse quelque part, de ses peurs les plus non avouées quelque part, qu'il n'a jamais su dire au premier degré, parce que je me demandais en vous écoutant et en lisant ces livres, où quelque part, même en gardant son style irremplaçable, extrêmement fort, qu'on remarque déjà, qu'on comprend que c'est du Bernhardt après une phrase, mais entre tous les jeux, toutes les poses qu'il entreprend, tous les aveux ou pseudo-aveux bien camouflés dans ses styles, je me suis demandé que, mais si peut-être comme vous avez très bien invoqué, je parle derrière la tête de cette image de Nicole Casanova qui arrive, qui tente d'obtenir une interview de Bernhardt et qui arrive dans son petit bled perdu quelque part en Autriche et qui attend une vingtaine, une trentaine de minutes devant la clôture de sa maison et qui entreaperçoit la tête de quelqu'un à la maison qui la voit mais qui ne réagit pas, qui ne sort pas, qui ne fait pas un signe. Et finalement, lorsqu'elle a fumé déjà un paquet de clopes, elle se décidera à sortir et elle aura une des meilleures interviews de Bernhardt.
Donc, quelque part, le rôle et son style, peut-être, serait aussi de servir de cette clôture. Il faut vraiment attendre beaucoup de temps pour pouvoir franchir, s'approcher quelque part de l'auteur. Mais ceci dit, j'en arrive à ma question, est-ce que dans tout cet art de l'écart, on pourrait constater que c'est paradoxalement au moment où c'est lui qui s'approche d'une clôture, de la clôture de l'autre, que ce soit qui est extrêmement violente et qui prend à partie l'artiste directement. Je n'ai pas parlé des procès, je n'ai pas parlé non plus de ce qui m'a fait penser à Flaubert et à Emma Bovary, c'est-à-dire le plaidoyer de Thomas Bernhard pour dire mais arrêtez de confondre mon personnage et un tel qui se reconnaît dans mon... Donc il y a une impossibilité d'être ce qu'on est en Autriche quand on est Thomas Bernhard, ça c'est sûr. Et s'il se prenait des insultes et des jets de pierre et des coups de parapluie dans le tramway en se faisant traiter de juif qu'il n'était pas. Donc moi ce qui me fascine, c'est pas... Dans les années 20, on part en Slovaquie avec Xavier Galice qui va nous parler d'un des grands classiques de la prose slovaque. L'idée qui est en vogue et qui a été lancée peut-être il y a quelques années, de récupérer les classiques des littératures européennes et de reconstituer ce qu'on peut appeler un canon. Et je crois que c'est dans ce contexte qu'on peut situer ce fouet vivant donc, de Milo Hopan, qui est un roman très sérieux qui est paru en 1923. Mais pour finir sur Hašek, on ne peut que comparer le Schweik de Hašek, qui est quand même aussi un roman à mourir de rire, sur la Grande Guerre, et cette fresque extraordinairement académique, d'une certaine façon, que propose ce très beau texte de Stefan Zweig, qui s'appelle « Le monde sans sommeil ». Je cite juste une phrase: « Il y a moins de sommeil aujourd'hui dans le monde », il parle de la Première Guerre mondiale, « les nuits sont plus longues et les jours aussi. Dans chaque ville de cette Europe qui s'étend à perte de vue, dans chaque ville, chaque rue, chaque vie, vue très loin des combats, vue à l'arrière, et même très à l'arrière, puisqu'il s'agit d'un village qui n'existe pas, mais qui est un peu le village archétypal de la Slovaquie profonde, Rastoky, qui se passe dans les merveilleuses montagnes de la Slovaquie, qui se trouve dans les montagnes de la Slovaquie orientale. Il se trouve que dans ce roman, il n'y a pas du tout de description, ce qui est intéressant parce que tout est donné à l'action, et à l'action dramatique, une action dramatique qui plonge les personnages dans cette absence de sommeil dont parle Zweig, mais par ailleurs, c'est bien un roman des confins, c'est-à-dire un roman qui se passe dans une zone un peu indécise entre Slovaquie et Pologne, mais qui se sent encore très marqué par le pouvoir des centres, et le pouvoir du centre à l'époque, jusqu'à 1918, c'est le pouvoir hongrois. Donc il y a cette image d'un petit pays slovaque qui est en butte à l'autoritarisme, l'arbitraire d'un pouvoir lointain qui le fait souffrir. Alors, il se trouve qu'il y a eu une adaptation pour la télévision de ce roman en 1966 par la télévision tchécoslovaque. C'est un très beau film, je l'ai vu sur YouTube, c'est formidable parce que tout d'un coup on voit les images que moi j'adore quand on aime le kitsch misérabiliste paysan slovaque comme moi. On adore ce genre de téléfilm où on voit des maisons en bois, misérables, des femmes slovaques en costume folklorique extraordinairement sévères, etc. Et c'est vrai que malgré tout, il y a dans ce roman cela, mais c'est un roman en fait qui est un roman, alors il faut dire que c'est la raison pour laquelle je crois qu'il a été publié, c'est un roman qui a fait un malheur en Slovaquie. La communauté slovaque, enfin indépendante dans le cas de la Tchécoslovaquie, s'est d'une certaine façon reconnue dans ces personnages, et je trouve, sans
vouloir choquer personne, que ça pose un peu quelques questions sur ce que c'est que la reconnaissance des modèles, parce que c'est un roman extrêmement violent, et je vais essayer de le montrer. C'est un roman qui est presque fondé sur l'idée du nettoyage ethnique. C'est un roman qui raconte, du point de vue de la technique, c'est pas mal. C'est pas vraiment un roman, c'est une sorte de succession de tableaux, où on voit des personnages. Il y a énormément de personnages qui sont tous très typés, avec un peu l'esthétique de la scène de genre, et qui se finit par une scène très pathétique. D'une certaine façon, on ne comprend pas pourquoi le grand cinéma du réalisme socialiste n'a pas tiré une matière de cette histoire. Le roman raconte les souffrances de ce village slovaque saigné par la guerre, parce qu'il doit sacrifier au combat et ses fils, et ses vaches, et ses biens. Et donc il y a vraiment l'image de l'aliénation, de l'exploitation. Le roman, malgré cette structure en petits chapitres que j'ai déjà dites, se structure en deux grandes parties. La première qui s'appelle « Les mains perdues », qui est un jeu de mots sur le fait qu'un personnage revient, en fait c'est un bras perdu, un personnage revient du front où il a perdu un bras, et d'ailleurs aussi la voix, donc l'image très pathétique du martyr de la guerre. Et puis on voit comment dans tous les foyers de ce village, chacun finalement paie son dû à cette espèce de léviathan qui va dévorer au loin les fils. Et dans la deuxième partie, qui s'intitule du nom du personnage, qui devient le personnage principal progressivement dans le roman,